Bonjour Gilles. Bonjour Michel, Bien, ça alors on se va? retrouve aujourd'hui, très bien, et toi? On va se retrouver Ben, aujourd'hui donc pour parler de l'apnée du sommeil. oui, Je pense qu'on va pas te représenter parce que tout le monde te connaît très très bien sur ce groupe. Par contre, je pense qu'il est important de dire que tu es un spécialiste de l'apnée du sommeil et donc aujourd'hui il y a un double intérêt puisque tu vas nous parler de l'apnée du sommeil et du Covid et tu vas aussi nous parler de l'apnée comme étant un spécialiste. Alors peut-être ma première question, je pense que tout le monde a sûrement entendu au moins parler une fois de l'apnée du sommeil, mais est-ce que tu peux nous dire quand même ce que c'est comme maladie exactement? oui. Alors l'apnée du sommeil, c'est une maladie chronique, qui est une maladie où le patient va présenter des pauses respiratoires pendant son sommeil. L'apnée du sommeil est donc assez répandue actuellement et les capacités de diagnostic étant de plus en plus importantes, on en découvre de plus en plus on découvre de plus en plus de patients qui en souffrent. Alors, l'apnée du sommeil, c'est l'arrêt respiratoire une apnée du sommeil, c'est un arrêt respiratoire de plus de 10 secondes pendant la nuit, qui s'accompagne ou non d'une perte d'oxygénation. On dit qu'une apnée est modérée quand le patient fait 15 apnées par heure durant son sommeil. Et on dit qu'une apnée est sévère quand le patient fait plus de 30 apnées par heure. Maintenant, il y a quelques petites notions de gravité qui peuvent se rajouter. Donc, la première notion de gravité, c'est le nombre d'apnées par heure. Et la deuxième notion, c'est la désaturation d'oxygène. Parce que lorsqu'on fait pour faire le diagnostic d'apnée du sommeil, il faut obligatoirement faire une polygraphie et une polysomnographie. Ce sont des tests d'enregistrement du sommeil où on mesure le nombre d'apnées du sommeil, mais aussi le taux d'oxygène durant la nuit. Un des facteurs qui pousse un peu au traitement, c'est la désaturation. Si le patient fait un nombre fait un nombre d'apnées du sommeil pas très important, mais qui désature beaucoup dans la nuit, on aura plus tendance à le traiter. De même que s'il fait des apnées longues, parce qu'il y a des patients qui font des apnées qui peuvent durer jusqu'à 50-60 secondes. Ça aussi, c'est un facteur de gravité qui va nous pousser à traiter. Donc, on traite les patients d'apnée du sommeil en fonction du nombre d'apnées par heure, mais aussi en fonction de la durée de leurs apnées et de la désaturation qu'ils présentent pendant la nuit. Voilà. Bon, Donc, c'est une maladie qui est assez fréquente et qui ouais, ne touche pas seulement, comme on le pense, les obèses, mais il y a aussi les apnées familiales, c'est-à-dire qu'il y a des familles où les gens font des apnées, et les gens ne sont pas forcément gros. Il y a des apnées qui sont dues à une morphologie du squelette osseux, parce que les gens ont une face longue et ils ont un petit palais, une petite bouche, donc la langue va bloquer la respiration pendant la nuit. Et puis, il y a des gens qui ont des troubles musculaires, c'est-à-dire que quand vous respirez la nuit, le tonus des muscles pharyngés doit s'ouvrir pour rester ouvert, donc on doit avoir une bonne tonicité musculaire. Et chez certaines personnes, notamment chez les diabétiques, cette tonicité baisse, et donc ils vont présenter plus d'apnée. Voilà, en gros, pour faire un diagnostic, pour faire un test, parce que en examinant comme ça quelqu'un, à part chez vraiment les gros obèses, on ne peut pas en faire le diagnostic à part l'examen, la polygraphie. très bien. Alors en fait, c'est vrai que l'apnée du sommeil, telle que tu le décris, ça paraît quand même assez sérieux. Comment est-ce qu'on s'en rend compte qu'on fait une apnée du sommeil? Quels sont les signes qui, à un moment donné, Alors, amènent à consulter? au début, c'est le conjoint qui s'en aperçoit. Parce que si vous voulez, le patient va ronfler de plus en plus. Alors, le ronflement, c'est le bruit des vibrations des tissus dans la gorge pendant la nuit. Donc, ce n'est qu'un bruit, il n'y a pas d'obstruction. Il y a une réduction du passage de l'air, mais pas une obstruction. Donc, c'est pas pathologique, le ronflement. C'est une gêne sociale. Par contre, l'apnée du sommeil, le patient peut se rendre compte, et le conjoint, par contre, peut se rendre compte que son partenaire fait des pauses respiratoires dans la nuit et peut s'en inquiéter. Donc ça, le patient peut être encore asymptomatique dans la journée et ce n'est qu'une remarque due au conjoint. Donc ça, c'est la première source de consultation. La deuxième source de consultation, c'est quand le patient lui-même va souffrir des maux de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire qu'il va se lever avec des maux de tête, il va se lever en ayant l'impression de ne pas avoir passé une bonne nuit, de ne pas avoir récupéré. Dans la journée, il va avoir des coups de pompe, il va se avoir notamment quand il va à la télé, quand il conduit, quand il est au cinéma, il peut avoir des petits assouplissements.
Et un autre signe qui est très important, c'est du soulève la nuit l'amplitude, parce que l'apnée du sommeil fait sécréter pendant le sommeil une hormone diurétique qui fait que le patient qui présente des apnées va se lever anormalement dans la nuit pour aller aux toilettes. On a en gros des signes de clinique qui pourraient être consultés, soit par le partenaire, soit par lui-même, pour le patient les répercussions de l'apnée. D'accord. Donc, c'est une maladie qu'il est important de diagnostiquer parce que les risques sont quand même pas négligeables si on ne fait rien. Alors, indépendamment du confort du conjoint, du fait d'être fatigué, est-ce que ça représente des risques? Alors, il faut savoir que 25% des accidents de la voie publique mortels, des accidents de la route mortels, euh, comptabilisés par les assurances, 25% sont dus à des gens qui s'endorment au volant dû à l'apnée du sommeil. Donc, le premier risque de l'apnée du sommeil, c'est pas de faire un accident vasculaire, c'est de mourir en voiture et d'entraîner dans son accident une partie de sa famille. Donc ça, c'est vraiment le premier risque. Sinon, les autres risques, bien sûr, parce que on a des hypoxies répétées dans la nuit, donc on fatigue son cœur, on a des hypoxies répétées, on fatigue son cerveau, et on perd un peu de ses capacités intellectuelles, de sa vigilance et de son entrepreneuriat. Ouais. Le diagnostic se fait assez facilement. Oui, on a maintenant des appareils assez sophistiqués qui sont assez faciles d'utilisation. C'est-à-dire que le test, c'est un test qu'on fait sur une nuit, qui est assez représentatif. Et on donne un appareil à un patient, on lui montre comment ça se pose pendant la nuit. Il y a 3 capteurs à mettre. Le patient dort avec et le lendemain, on fait le diagnostic. Et le diagnostic est fiable puisque ce test a été validé sur plusieurs milliers de cas. C'est donc le diagnostic est assez simple. Et le traitement, donc aujourd'hui, quels sont les différents traitements qu'on peut proposer aux gens qui ont cette maladie? Dans les différents traitements qu'on peut proposer, c'est pour dans les cas d'apnée modérée, c'est-à-dire quand le patient fait entre 15 apnées par heure et 30 apnées par heure, le traitement qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé depuis octobre 2014, c'est une orthèse d'avancée mandibulaire. C'est-à-dire c'est un petit appareil médical que l'on met dans la bouche, comme une espèce de propulseur de mâchoire comme chez les enfants, comme un appareil d'orthographe que l'on met en bouche, qui va avancer la mâchoire du bas vers l'avant. Donc la mâchoire du bas va avancer vers l'avant et va libérer la langue en arrière. Et donc ça, c'est l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est le traitement recommandé par la Haute Autorité de Santé pour les apnées modérées, entre 15 apnées par heure et 30 apnées par heure. Au-delà de 30 apnées par heure, c'est la CPAP. Donc, pour les apnées sévères, on recommande une machine qui est la CPAP, qui est un propulseur d'air, en fait, qui envoie de l'air à haute pression et qui permet, avec cette pression, de lever l'obstacle au niveau de l'hypopharynx. Voilà. Donc, il y a 2 traitements possibles. Il y a pour les apnées modérées et pour les apnées sévères. Il faut aller voir un médecin. Il ne faut pas acheter tous les gadgets qu'on voit sur Internet. C'est important de faire un bilan quand même, je pense, non? De toute façon, oui, c'est toujours mieux de faire un bilan chez un médecin et d'avoir affaire à un spécialiste. Parce qu'il y a, par exemple, l'histoire des anneaux qu'on met dans le nez. Là, je ne sais pas si tu as vu cette pub pour arrêter de rester l'apnée. Ça a été démonté comme la plus grosse arnaque une arnaque d'ontologie. Dans les grandes écoles de commerce, on présente ce cas de fausses études médicales, de faux médecins, de fausses des références américaines de grands noms, Harvard, tout ça, qui n'ont jamais participé. Donc bon, il y a beaucoup d'arnaques comme ça qui ont été retrouvées sur le net. Sinon, tout ce qui est appareil mandibulaire qu'on trouve qu'on peut préformer, qui n'est pas sur le jeu, c'est des appareils qui ne sont pas de qualité satisfaisante parce que comme l'apnée est une maladie chronique, on doit utiliser ce traitement tous les jours pendant assez longtemps, il y a des craintes de déchaussement de dents qui peuvent apparaître. Et en plus, l'appareil est assez volumineux, donc moi je conseille parce que sur les durées, ça peut être des tests, mais ça peut pas être en tout cas un appareil définitif de traitement. Et de toute façon, c'est pas validé par la Haute Autorité de Santé. Gilles, je te propose de faire une pause juste quelques secondes parce que le son est pas toujours très bon et on va essayer de l'améliorer, d'accord? Ok. Voilà Gilles, on se retrouve à nouveau, on a essayé d'arranger le son, donc je pense que ça devrait être mieux. Donc on a fait un tour d'horizon
de l'apnée du sommeil. Donc maintenant, on va essayer de parler de l'apnée du sommeil et du Covid. Et la première question, c'est pourquoi aujourd'hui on associe Covid et apnée du sommeil? Alors d'abord, bon, en période de pandémie, comme c'est actuellement le cas, il était normal que l'on se penche sur ce problème. Parce que, si tu veux, le problème de l'apnée du sommeil étant une pathologie chronique, il faudra bien que les patients qui sont traités actuellement, que l'on sache exactement s'il y a un risque ou non pour eux. Alors, tout d'abord, est-ce que le Covid a un impact sur le fait de se traiter de l'apnée du sommeil? Ben non. Sur le fait de se traiter, c'est-à-dire d'avoir une meilleure ventilation, une meilleure oxygénation dans la nuit, ça peut faire que du bien aux patients. Donc le Covid ne va pas avoir une conséquence sur le traitement lui-même. Ce qui peut poser le problème, c'est le traitement que le patient va avoir. Parce que on peut pas aujourd'hui se traiter des patients d'apnée du sommeil sans prendre en considération le fait que le Covid est malgré tout dans l'air. Enfin, dans l'air. Le Covid dans l'air, on dit qu'il est dans la chambre. Par exemple, dans la chambre du patient dans lequel il dort. Donc, le Covid n'a pas une incidence sur le traitement lui-même, puisque de toute façon, le traitement, on a toujours dit, dans toutes les pathologies chroniques, les patients doivent continuer à se traiter, aussi bien pour les patients qui ont un problème de cœur, de diabète, ce qu'on a répété depuis le début sur ce groupe. Surtout, n'arrêtez pas vos traitements chroniques. Donc, la même chose pour l'apnée du sommeil. N'arrêtez pas vos traitements, n'arrêtez pas votre orthèse, n'arrêtez pas votre CPAP. Néanmoins, vous devez, comme dans toutes les autres pathologies, prendre des précautions pour tenir compte du fait que vous pouvez avoir, ou vous-même, ou votre conjoint, vous pouvez être atteint du Covid. Parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit, le problème du Covid, c'est les asymptomatiques. Donc, il n'est pas, quand le patient est symptomatique, bon, bien sûr, il va prendre lui-même ses précautions, il va appréhender le sujet, mais pour les patients qui ne sont pas asymptomatiques, le problème peut se poser. Et donc, on doit prendre des précautions. Quand on va faire un traitement pour l'apnée du sommeil, on doit prendre certaines précautions. Voilà. Très bien. Alors, peut-être quand même, ce qu'on peut dire, c'est que quand un patient a une apnée, il se soigne, il a un traitement qui est efficace, il n'a pas plus de risque que quelqu'un d'autre finalement parce qu'il a corrigé son problème. Voilà. Alors, le problème de l'apnée du sommeil, c'est qu'il est souvent accompagné d'autres comorbidités. C'est-à-dire que le patient qui a de l'apnée du sommeil, donc on a dit que le traitement qu'il va avoir va régler son problème d'apnée, donc c'est parfait, donc il n'a pas de risque particulier s'il attrape le Covid. Mais par contre, le problème, c'est que ce sont des populations un peu spéciales. Ce sont souvent des populations qui ont d'autres comorbidités, ils sont souvent hypertendus, ils sont souvent obèses, ils sont souvent diabétiques et ils ont souvent des comorbidités comme ça qui fait que ce sont souvent des personnes un peu plus âgées. Donc souvent, c'est pas l'apnée du sommeil qui les rend fragiles par rapport au Covid, mais c'est les pathologies qui lui sont associées qui vont rendre ces patients fragiles. Donc en fait, le patient qui a une apnée du sommeil n'est pas particulièrement touché par le Covid, son problème est réglé sous la Chine, mais il reste un patient fragile par l'ensemble de ses comorbidités. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas arrêter le traitement parce que vous en diminuez une par rapport aux autres. Donc le patient qui a une apnée du sommeil est surtout fragile par le terrain qu'il peut représenter par ailleurs. Voilà. D'où l'intérêt de continuer à traiter ce terrain, son apnée, mais ça reste, s'il est hypertendu, s'il est diabétique, surtout, ça reste, on a déjà vu depuis le début, des facteurs de risque beaucoup plus importants. Mais l'apnée lui-même, si vous avez quelqu'un de jeune qui a une apnée familiale, qui a 20 ans, 25 ans, et qui est sous machine ou sous orthèse, il n'a pas de risque particulier par rapport au Covid. Donc, quelqu'un qui a une apnée du sommeil, il a le Covid, il faut qu'il continue son traitement de l'apnée du sommeil. Alors voilà, le problème, il faut qu'il continue le traitement de l'apnée du sommeil, mais il y a quand même quelques particularités à avoir. Parce que vous savez, alors pour l'orthèse d'apnée du sommeil, pour l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est un appareil dentaire, donc quand le patient va le mettre, si lui-même est atteint, il se lève le matin, il faut penser qu'au niveau de son orthèse, il y aura des milliers de petits virus qui vont circuler. Donc son orthèse doit être particulièrement bien utilisée et surtout bien nettoyée le matin.
c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un soin particulier qui va passer dans de l'eau savonneuse, parce que vous savez que c'est l'eau savonneuse, c'est le drap qui va tuer le virus, et donc il faut la nettoyer le matin à l'eau savonneuse, et après mettre 1 heure et demie dans l'orthèse, dans de l'eau avec une pastille antiseptique que l'on trouve en pharmacie, comme des polydents ou autres pastilles pour les dents. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une hygiène particulière de l'orthèse avancée mandibulaire, que personne d'autre ne puisse la toucher, parce que c'est un réservoir à virus. Donc ça, c'est la première chose. Vous savez que le virus se trouve essentiellement dans le nez et dans la bouche, et donc c'est très important. Pour ce qui est des CPAP, le principe de la CPAP, c'est une machine, que ce soit les apnées sévères. Pour les apnées sévères, c'est une machine qui va ventiler le patient dans la nuit, donc c'est-à-dire qu'elle va récupérer l'air de la chambre et l'envoyer à forte pression dans la bouche et dans le nez du patient pour lever l'obstacle, ce que je disais tout à l'heure, au niveau du pharynx. Donc la pression va être assez forte. Donc il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est si le patient est Covid positif. Si le patient est Covid positif, cette machine, qui est une machine à forte propulsion, est contre-indiquée, surtout si le conjoint est dans la chambre. Il faut tout de suite éradiquer la présence de quelqu'un d'autre dans la chambre, parce qu'avec cette machine, vous allez avoir des milliers de virus qui vont se répandre dans la chambre dans la nuit. Donc c'est très important. Moi, je conseille, en cas d'attaque de Covid, de cesser la machine, parce qu'on n'est pas sûr aujourd'hui que cette machine ne propulse pas des virus du nez, de la gorge vers ailleurs. Donc en cas de doute, pour les patients qui peuvent se passer de la machine pendant 1 semaine, 10 jours, qui n'ont pas des apnées très très sévères, qui les invalident, je conseille de les cesser, de les stopper. Le deuxième cas, c'est si vous avez votre conjoint qui est Covid positif. C'est le même problème, puisque vous allez récupérer, elle va tousser dans la chambre, elle va mettre des virus dans la chambre, votre machine va pomper l'air de la chambre avec ces virus et va vous les injecter dans le nez et dans les bronches. Donc, ça peut être une source de contamination. Je déconseille donc, quand il y a un des deux conjoints qui est positif et le conjoint qui a la machine, je vous déconseille de dormir avec sa partenaire parce que vous allez avoir un risque de contamination. C'est un peu comme les climatisations où vous pompez l'air de la chambre et vous la renvoyez là dans la machine et là vous la renvoyez dans le nez du patient. Et vous pouvez imaginer que c'est pas la meilleure solution. Alors, oui, vas-y, excuse-moi, tu n'avais pas fini. Vas-y. Donc il faut faire assez attention à ça. Le troisième cas de figure, c'est les asymptomatiques. Les asymptomatiques, c'est un vrai problème parce que vous ne savez pas, ni vous, ni votre conjoint, si vous êtes symptomatique. Parce que c'est pas difficile quand l'un des deux est symptomatique, c'est simple. Un des deux quitte la chambre. Si c'est vous qui êtes symptomatique et avez la machine, moi je vous conseille, le temps de votre maladie, de la cesser, 10 jours, 15 jours si vous pouvez, si vous n'êtes pas trop fragile, si vous n'avez pas trop de comorbidité et que ça ne vous fatigue pas trop, je vous conseille de cesser pendant votre pathologie. Et le problème, c'est les asymptomatiques. Vous ne savez pas qui vous pouvez dormir ou vous-même ou votre conjoint est porteur du virus, puisque vous savez que les asymptomatiques, c'est 4 jours avant l'apparition des signes cliniques, ou alors ça peut être des formes asymptomatiques complètement, donc les gens peuvent être 10 jours asymptomatiques, donc vous pouvez avoir des virus dans la chambre sans le savoir et être contaminé comme ça sans le savoir à cause de la machine. Donc en cas d'utilisation de la CPAP, dans ces périodes où on ne sait pas trop, ces périodes de pandémie, si vous pouvez faire une petite pause de 10 jours, 15 jours, voire 3 semaines de votre CPAP, moi je vous le recommande quand même, si vous n'avez pas trop de contre-indications. Parce que vous ne pouvez pas savoir si vous-même vous êtes asymptomatique ou votre épouse. Voilà. Donc moi, dans ces conditions-là, je préconise la précaution, le principe de précaution, et ne pas utiliser sa machine pendant quelques jours. Si toutefois vous êtes symptomatique et vous l'utilisez, vous avez une hygiène spécifique à apporter à votre machine. Vous devez tous les jours laver le masque et les tuyaux à l'eau savonneuse. Vous prenez de l'eau, vous la faites chauffer, vous la mettez à température chaude, pas bouillante, et vous trempez tous les jours dedans les tuyaux et le masque. Vous les laissez, vous les nettoyez et vous le faites sécher à l'air pur. Vous faites ça pour les tuyaux, pour le masque. Pour le bac vous mettez de l'eau pour l'humidificateur, le bac d'humidificateur.
les bacs d'humidificateurs, eux aussi, doivent être trempés dans de l'eau savonneuse, de l'eau chaude savonneuse, tous les jours, et doivent être nettoyés précautionneusement. Et une fois par semaine, vous pouvez les mettre dans la machine à laver. Et il est très important, quand vous avez fini, quand vous avez, si vous avez eu le Covid et que vous avez été traité pour la CICAP, moi, je vous recommande très fermement de rendre votre machine au prestataire et d'en prendre une neuve. Parce que je ne suis pas sûr que vous soyez capable d'amener une hygiène satisfaisante pour être sûr que tout ça soit parfaitement propre. Donc, je le conseillais déjà avant pour des bronchites virales banales. De tout temps, j'ai conseillé de changer la machine après un épisode infectieux. Je le conseille là aussi pour le Covid. Vous rendez votre machine au prestataire, vous en prenez une neuve ou une machine recyclée, complètement propre, complètement stérilisée, parce que vos prestataires ont des systèmes de nettoyage parfaits. Et vous êtes sûr que si pas chez eux, ça revient, vous aurez une machine pratiquement neuve. Donc n'hésitez pas à leur soumettre le problème, à leur rendre la machine pour en avoir une autre complètement propre et complètement nettoyée. Voilà. Je vais essayer de faire un petit résumé pour être sûr que tout le monde a bien compris, parce que s'il y a quand même beaucoup de choses importantes dans ce que tu as dit. Donc, il y a quand même à retenir qu'il faut une assez grande vigilance pour les gens qui sont traités avec une machine qui crée de la pression pour respirer, pour éviter l'apnée la nuit. Donc, ces précautions, si j'ai bien compris, Gilles, et tu m'interromps si c'est pas tout à fait exact, si l'un des deux est malade, il faut éviter d'utiliser la machine. Parce qu'à ce moment-là, il y a un risque fort d'être contaminé. Donc, si la personne qui a l'apnée ou le conjoint a le Covid, il faut éviter d'utiliser la machine, en tout cas dans la même pièce. Ou alors, il faut que la personne qui a la machine dorme à part dans une pièce fermée et qu'on puisse également ventiler dans la journée. Si maintenant si maintenant on est dans une situation où on n'est pas malade, ni soi-même ni son conjoint, mais qu'on a eu pas mal de contacts, on a un peu peur de pouvoir être contaminé et d'être asymptomatique, les précautions sont les mêmes, c'est-à-dire soit on va dormir à côté, soit on évite d'utiliser la machine pendant une période de 15 jours, 3 semaines. C'est à peu près ça? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, je crois Et pour ceux qui ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser la machine, parce qu'il y a des patients qui sont vraiment machine dépendants, ils ne peuvent pas rester 2 jours sans machine parce qu'après, ils sont très fatigués et tout ça. Pour eux, ils continuent à l'utiliser, mais avec des précautions de nettoyage assez rigoureuses. Une asepsie assez rigoureuse. et il faut surtout qu'ils aillent dormir tout seuls. Je pense que c'est mieux d'aller dormir tout seul de toute façon, mais il faut quand même, pour leur sécurité à eux-mêmes, qu'ils nettoient l'eau savonneuse, le masque, les tuyaux et le bac d'humidification. Voilà, sachant que pour quelqu'un qui a une pathologie qui n'est pas hyper sévère, qui n'a pas forcément d'autres facteurs de risque très importants, se passer pendant quelques jours de la machine, c'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. Il peut rester 10 jours, 15 jours sans machine. S'il ne ressent pas encore les effets négatifs de ne pas avoir de machine, il peut s'en passer sans problème. Il ne fera pas une hémiplégie dans la nuit, il ne fera pas un infarctus, il ne fera pas de problème particulier s'il n'a pas d'un tableau de comorbidité important à côté. Il n'y a aucun risque. Voilà. Donc il faut être vigilant, je crois que c'est important de connaître, il ne faut pas tomber non plus dans l'anxiété et avoir très peur de ces machines du jour au lendemain. Je crois qu'il faut rester quand même avec pas mal de bon sens. Bon voilà, c'est une machine qui brasse de l'air, donc vous prenez les précautions que Gilles vient d'expliquer, normalement il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Non, vous savez, tu sais, actuellement, il y a 800 000 personnes en France qui l'utilisent régulièrement et on n'a pas entendu de mort ou de contamination par la machine. Mais c'est juste qu'on est obligé aujourd'hui, avec cette pandémie, de prévenir les patients, d'avoir une certaine hygiène spécifique. Et voilà, c'est tout, de se séparer pour ne pas que les gens dorment dans la même chambre et se contaminent les uns les autres pour éviter la propagation de la maladie. C'est des règles simples, logiques et qui permettent d'éviter la contamination des couples de conjoints et de passer à la famille.
Bon, après, je pense qu'il faut dire deux choses peut-être pour conclure. C'est que la première, il y a quand même de moins en moins de virus qui circulent actuellement, en tout cas dans certaines régions en France. Et la deuxième, parce il y a beaucoup de questions là-dessus, c'est la contagiosité. Pendant combien de temps on est contagieux? Tu peux peut-être encore le repréciser parce que les gens reposent toujours les mêmes questions. Pendant combien de temps on est contagieux? Alors, d'abord, pour répondre à la première question, bon, je l'ai dit ce matin sur mon poste, hein, hier, il y avait le docteur Smadja, le président des SOS médecins de Paris, qui parlait de leur expérience sur Paris, et eux, c'est vraiment un reflet de ce qui se passe dans la consultation de ville. Ils disent qu'ils n'en voient pratiquement plus sur Paris. Donc, effectivement, le virus circule en Ile-de-France, il circule de moins en moins. C'est ce qui ressort de toutes mes conversations avec mes collègues installés en ville. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et quand on parle de deuxième vague, la deuxième vague, parce que hier, je sais que les gens ont dit, oui, le Brésil et tout ça, Chine, referment, mais c'est pas les mêmes régions qui sont refermées. La vague, elle passe dans un endroit, il y a aucun, pour le Brésil, c'est une première vague. Ce n'est pas une deuxième vague. Pour le Brésil, c'est une première vague, c'est pas une deuxième vague. Pour la région de Chine qui vient d'être fermée, c'est une première vague, c'est pas une deuxième vague. Parce que le virus se déplace de région en région, et en fait, dans aucun pays du monde, il y a eu de deuxième vague. Donc ça, c'est de répondre à la deuxième vague, parce que les gens, parce que moi, ils me disent, oui, vous êtes rassurant, vous ne donnez que les bonnes nouvelles, les mauvaises, vous les passez. Non, c'est pas les mauvaises nouvelles. Le Brésil, l'Amérique du Sud, ce sont des premières vagues, et la Chine, c'est un continent. Et là, c'est une première vague qui se passe en ce moment dans cette région qui a été fermée. Donc, c'est pas, on peut pas parler de deuxième vague. Pour la contagiosité, il n'y a malheureusement pas de règles, de règles définies. En tout cas, le consensus actuel au niveau médical, c'est qu'on est contagieux 30 jours après les premiers symptômes. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez commencé à faire le bras ou à pousser ou à avoir la fièvre ou à avoir un symptôme quelconque, c'est 30 jours. Les tests sérologiques ne sont pas des tests qui donnent une idée de la contagiosité, pas du tout. Les tests sérologiques sont des tests qui sont là pour définir si vous avez eu ou non un Covid, mais la contagiosité, on ne peut pas la juger, même sur le PCR, puisque ça peut être un événement ou une charge virale trop faible. Donc, on, la seule chose sur laquelle il faut se fier, c'est 30 jours après le premier signe. Et là, on est assez large, parce qu'au début de la maladie, on disait 14 jours. Donc là, on est monté à 30, et je pense que c'est un seul cas de Chinois qui a été positif à 46 jours. Voilà. Donc il n'y en a eu qu'un dans le monde. Oui, tout à fait. Donc, si les gens effectivement ont été malades, voilà, il faut faire attention pendant 30 jours, mais après, c'est pas la peine de faire attention pendant 2 mois ou 3 mois. Il n'y a pas de Non, raison. alors là, maintenant, Voilà. il faut arrêter. Les gens, ils ont eu la maladie le 15 mars, ils ont encore peur de sortir. Non, mais ça, faut pas tomber dans ce travers. Non. Il faut faire attention. Alors, tu rigoles. Faut pas rigoler parce que les gens ont peur de sortir alors qu'ils ont été malades le 15 mars. Ça y est, 2 mois. Et ils ont encore peur de sortir. C'est même pas qu'ils ont peur de pas sortir. Pour ceux qui ont encore des signes, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont encore des séquelles, des signes, eux, je comprends qu'ils soient un peu inquiets, mais pour les autres, je retrouve aux principes qui sont bien rétablis, la vie doit reprendre. Après, ce qui est important quand même de dire, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de virus qui circulent, mais néanmoins, il faut quand même vraiment garder les gestes barrières parce que plus on va aller dans le temps, plus on va ouvrir les régions, on va ouvrir les pays, et on voit qu'il y a quand même encore du virus qui circule au niveau mondial. Donc il faut vraiment garder cet esprit de gestes barrières, et c'est le meilleur moyen d'éviter qu'il y ait des foyers qui repartent à droite et à gauche. De toute façon, on le dit, on le répète à chaque fois, hein, ne sortez pas sans masque, ne sortez pas sans gel hydroalcoolique, respectez les distanciations. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut surtout pas baisser la garde. Ce serait trop bête de choper ça maintenant et de se retrouver dans des situations difficiles maintenant. Ça serait vraiment la dernière des bêtises. Non, non. Il faut toujours faire attention, il faut toujours être vigilant, il faut recommander le port du masque, il faut recommander le gel. Le gel, c'est très important. Et les distances, bon, voilà. Donc, nous, surtout en médecine, on fait très, très attention. Si vous retournez voir vos médecins, retournez voir vos cardiologues, retournez voir vos pédiatres, faites vos vaccinations. Le pédiatre qui était avec toi nous l'a dit très justement, mais c'est pas possible de pouvoir tous ces enfants soient vaccinés. Non, non, non. Et on a vu hier, avec, dans notre petit groupe de médecins, des enfants qui ont gardé des plâtres un mois et demi de plus, avec les conséquences néfastes que ça peut avoir.
Enfin, non, retournez voir vos médecins, retournez soigner vos maladies chroniques, enlevez vos plâtres. Et ne laissez pas les plâtres 2 mois de plus, vous allez avoir des nécroses, enfin, c'est très grave, quoi. Non, il ne faut pas jouer, il faut la vie continue, elle reprend, et reprenez vos habitudes d'aller voir vos médecins, remplissez les salles d'attente, pas seulement pour des contrôles, j'espère que vous n'êtes pas malade, mais faites-vous contrôler et faites-vous suivre. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas de l'apnée, et puis on a débordé un petit peu, mais c'est toujours un plaisir d'entendre Gilles nous parler du Covid et d'être toujours très très rassurant et bienveillant, et ça c'est important. Merci Michel, c'est gentil. C'est un Un plaisir de dernier mot travailler avec pour la toi, en fin? tout cas. Un dernier mot pour la fin, Gilles? Eh ben, je vais te dire, je suis très heureux d'avoir fait ça avec toi, parce que je t'ai découvert au travers de ce groupe, comme beaucoup de choses, et je suis très content de t'avoir connu. Donc voilà, et puis vous, faites attention au Covid, c'est quand même un diable de virus, et s'il vous attrape, il vous lâche pas. Donc faites attention. Très Merci bien. Michel. Merci à tous, et puis ensemble, on est On plus est plus fort. fort. Voilà. Merci, à bientôt. Merci.